La Compagnie des Glaces, tome 2, chapitre 7. Les hommes roux chargés de nettoyer le dôme de River Station ne dégageaient de la glace que la partie centrale, mais négligeaient les parois qui venaient s'ancrer profondément dans la surface glacée de la Terre. Là persistaient de véritables murs de glace qui filtraient le jour déjà parcimonieux d'un soleil perpétuellement caché, si bien que le zoo n'était pas très bien éclairé et que l'électricité fonctionnait nuit et jour. Au bout de quelques jours, les hommes roux creusèrent dans la glace des parois obliques, des sortes de puits, et passèrent une partie de leur journée à se pencher pour regarder les animaux. Arlmern découvrit le premier puits un matin, et toutes ces têtes hirsutes qui formaient un cercle attentif aux allées et venues des lions dans leur cage. Il appela tous ses employés pour leur montrer l'étrange spectacle. Puis dans la journée, les hommes roux creusèrent d'autres puits au-delà du rhinocéros, des singes, des chats. Si bien qu'en fin de soirée, il y en avait une quinzaine. Les hommes roux installés sur le dôme donnaient l'impression de s'être tous regroupés à cet endroit, et Skoll, qui alla en ville, se rendit compte que les nettoyages avaient cessé et que la glace commençait à s'accumuler sur le dôme. L'atmosphère au-dessus du dôme chauffait, se vaporisait et coulait, formait une bouillie qui prenait rapidement. D'abord sur les côtés du demi-globe, mais remontant lentement vers la calotte. Il n'existait aucun contrat véritable entre la compagnie et les hommes roux. Ces derniers nettoyaient la glace avec leurs mains ou des outils rudimentaires, bouts de ferraille, morceaux de bois. Et la compagnie faisait déposer des caisses de vivres à l'extérieur de l'un des sas. Toujours le même, celui. Les jours suivants, l'intérêt des hommes roux pour les animaux ne cessa de s'accroître. Et lorsque Lien revint de Cross Station, après un voyage aussi long et aussi difficile qu'elle allait, il fut surpris de la lumière glauque qui régnait sur River Station. Il se rendit compte, en levant la tête, que le dôme était partiellement envahi par les glaces et que les hommes roux n'étaient pas à leur poste habituel. C'est aux eaux qu'il apprit la raison de cette interruption du travail. Ils étaient des centaines pensés sur les puits forés dans la glace, et chacun avait désormais l'impression d'être examiné comme un microbe sous un microscope. C'est une impression désagréable, voire insupportable pour certains qui finissaient par injurier les hommes du froid et par leur montrer leur colère. Mais les hommes roux restaient penchés sur leur puits. Le soir, Lien montra le carnet noir trouvé par Rosal, le bibliothécaire, et écrit par un assistant d'Unfung, un certain Caliste. Le généticien décrivait le laboratoire qui ne cessait de péricliter depuis le départ du maître, les mœurs et les vices des gens, qui finissaient par oublier leur mission pour boire beaucoup, manger et forniquer, comme l'écrivait le Caliste, qui montrait un certain esprit puritain. Des instruments précieux, des résultats d'analyse et même des cultures uniques étaient détruites pour rien, par bêtise, pour s'amuser. Mais il y avait aussi des bagarres, des jalousies, des inquiétudes pour le ravitaillement qui n'arrivait pas régulièrement. Le gouverneur aurait pu faire rédiger ces pages par un spécialiste d'Ilienne, mais je préfère penser qu'elles sont authentiques. Dans les dernières, Caliste apprend la mort d'Unfung, et l'un des premiers quitte le laboratoire. En fait, c'était plutôt un grand centre scientifique. Caliste dit que ses compagnons avaient jeté à la porte les sujets d'études, des hommes roux, enfin des enfants dont l'âge s'échelonnait entre 4 et 15 ans. Ils avaient peur de manquer de nourriture. N'oubliez pas que tout cela se déroulait il y a 100 ans et que les conditions de vie étaient encore très difficiles. Les compagnies n'avaient pas encore étendu leur règne de façon aussi méthodique et rigoureuse qu'aujourd'hui. Les grands réseaux de voies commençaient à se développer, mais le laboratoire, justement, d'après le gouverneur Sadon, n'était pas encore relié à une voie, même secondaire. Il y avait une bonne journée de traîneau à chiens pour rejoindre un centre habité. C'est tout ce que cet homme a voulu me dire. Maintenant, il faut que j'essaie de sauver sa fille. Il a moins peur de ce pirate que de la sécurité et des néo-catholiques. Arlmern ne cessait d'examiner le carnet sous toutes les coutures. Le feuilletait, regardait le papier en transparence, le flairait, frottait une feuille entre ses doigts. En principe, il est d'époque. L'encre a pâli. En ce temps-là, on n'avait pas de gros soucis pour toutes ces questions secondaires. On fabriquait du mauvais papier, de l'encre qui se décolorait. On avait tellement d'urgence à satisfaire. Le récit est cohérent. Il n'y a pas d'anachronisme. Par exemple, la race de chiens utilisée pour tirer les traîneaux. Cette race a été ensuite décimée par un mal mystérieux. Il n'en reste plus que quelques meutes sauvages. Les compagnies sont à l'origine de cet épizoutie. Les traîneaux à traction animale retardaient l'implantation des voies et d'autant la mainmise autoritaire des compagnies. Je me méfie quand même d'Iscol. À son tour, il prit le carnet, le feuilleta en lisant une ligne de temps en temps. Issu lui-même d'un homme roux et d'une Yakoute, c'était en quelque sorte ses origines qui pouvaient apparaître dans ce récit. Ce Caliste ne paraît pas avoir une très grande considération pour les enfants nés après des manipulations génétiques, remarqua-t-il.
Il les traite même avec mépris. Les caractères de débilité devaient être assez nombreux, tenta de dire Armian. Unfung avait dû partir un peu au hasard, ne pensait qu'à lutter contre les conditions climatiques, oubliant le reste. En 100 ans, les hommes roux n'ont cessé de s'adapter et de s'accroître. S'ils étaient vraiment des débiles profonds, ils ne se seraient éteints. Donc, ou une forme d'intelligence qui n'est pas la nôtre. Le lendemain matin, Lien se trouvait au travail. Il véhiculait des brouettes de fumier depuis 1 heure lorsqu'il s'approcha de la cage aux chats. Et parmi les rares visiteurs de cette heure matinale, il reconnut Yeuse, la danseuse du cabaret Mickey. Il décida immédiatement de s'éloigner, de se cacher, mais seul son cerveau prit cette décision. Lui continua de s'approcher. La jeune femme se retourna et réussit à garder son sang-froid. Est-ce qu'on peut les caresser demanda-t-elle d'un ton condescendant. C'est dangereux, madame. Il s'approcha et chuchota. Tu n'aurais pas dû venir ici. Je n'ai pas pu résister. Le cabaret n'est pas installé à River Station pourtant. J'ai un engagement dans 1 mois dans une boîte de la ville, l'Étuve. Une boîte un peu spéciale. Spectateurs et artistes évoluaient dans une atmosphère saturée de vapeur. Il fallait obligatoirement se dénuder pour supporter la chaleur et l'humidité. L'ambiance était très particulière, avec ces fantômes qui erraient dans ce brouillard artificiel, se frôlaient, échangeaient ou volaient des caresses, recherchaient les endroits les plus chauds pour aller un peu plus loin si c'était possible. C'est un bordel. Pas tout à fait, je suis capable de me défendre. Personne ne peut m'obliger à coucher avec n'importe qui. Depuis quand 2 soirs, je suis déjà venu ici, mais en vain. J'étais à Cross Station. Comment m'as-tu retrouvé? À River Station, je t'ai déjà rentré, mais j'ai préféré m'abstenir. J'ai seulement appris que tu travaillais aux eaux. Lorsque j'ai su que celui-ci s'installait pour quelques semaines à River Station, je n'ai eu qu'à signer un contrat qui m'était proposé depuis plusieurs semaines. Mais le Mickey, je le rejoindrai dans quelque temps. Ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il le lui dit. Viens à l'étuve ce soir. J'essaierai. Il quitta la cage des chats et lui retourna à son fumier. Il avait la tête en feu et frissonnait. Jamais il n'avait aimé une femme comme il aimait Yeuse. Sa féminité n'avait pas le trouble pervers de Floa, mais entre eux s'établissait comme un courant de compréhension totale. Il était certain, jusqu'à leur mort, qu'ils seraient toujours unis par des liens invisibles. Lorsqu'il revint avec sa brouette vide, elle avait disparu, et il soupira de soulagement et de mélancolie. Sadon lui avait promis l'immunité au sein de sa province. Comme un imbécile, il avait choisi autre chose, l'endroit où se trouvait le laboratoire d'Unfung. Il aurait pu vivre heureux avec Yeuse, qui ne pouvait désormais rencontrer qu'à la sauvette. Yen Rang dit une voix à la fois douce et autoritaire. Il sursauta, se retourna, et ne reconnut pas tout de suite le moine barbu qui lui souriait, un néo-catholique. Il ne fréquentait guère ces gens-là. Vous hésitez? Je suis frère Pierre. Nous sommes rencontrés assez loin d'ici, sur l'ancien signe de Bia. Vous aviez des ennuis avec les hommes roux. Vous voyagiez dans un lococar de luxe en compagnie de la fille du gouverneur. Comme voulez-vous, dit Lien sèchement. Soyez tranquille, je ne suis pas un délateur. Je sais que vous vous cachez. Vous avez été trop curieux, mon frère, trop curieux, et vous êtes traqué. Comment m'avez-vous retrouvé dit Lien, que ces 2 visites effrayaient. Il se croyait en sécurité, et Yeuse puis ce moine le découvrait. Frère Pierre sourit dans sa barbe, montrant ses dents très blanches. On aurait plutôt attendu des chicots. Lien pensa qu'elles étaient artificielles. Cette jeune femme, Yeuse, vous aime plus que sa propre vie. Je savais qu'elle vous retrouverait et ne pourrait résister au désir de vous rencontrer. Je l'ai fait surveiller, discrètement par des amis à moi, des prêtres, des moines, des missionnaires. Nous formons désormais une grande famille. Il y a aussi nos fidèles qui sont de nos meilleurs collaborateurs. Vos indicateurs, ricana Lien. Ne soyez pas aussi agressif. Je ne vous veux pas de mal. Je veux vous aider. Vous n'ignorez pas que j'appartiens à la congrégation des missionnaires et je suis chargé par la Nouvelle-Rome d'évangéliser les hommes roux. Tiens, se moqua Lien, vous doutez qu'ils aient une âme la dernière fois que nous sommes rencontrés. Depuis de nombreuses années, les rapports s'accumulent et le tribunal de la Nouvelle-Rome devra bientôt prendre une décision sur leur cas. Nous pensons qu'ils seront classés comme humains. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à eux. Je ne connais pas très bien leur histoire, leur origine. Certes, ils sont nés de façon bien mystérieuse, et certains de mes amis disent que c'est le mal qui les a créés. Regardez-les, dit Lien avec colère. Vous trouvez qu'ils ressemblent à des démons? Frère Pierre suivit son regard. Le dôme n'était qu'à 5 mètres au-dessus de leur tête, recouvert de glace. Le puits avait environ 7 à 8 mètres, et tout en haut, une dizaine de têtes barbues les regardaient. Non, bien sûr, mais les théologiens s'interrogent encore sur leurs origines. S'il s'agit d'une mutation involontaire, nous n'aurons pas la moindre difficulté. Les particules lunaires qui nous entourent sont chargées de radioactivité.
Même à plus de 300 000 km de distance, elles peuvent avoir des effets pernicieux. Elles ont peut-être été à l'origine de ces mutants. Mais il y a d'autres thèmes évidemment. Un groupe a pu se trouver en contact d'une ancienne source de radioactivité, une ancienne centrale, un dépôt de déchets, un silo d'armes thermonucléaires. Nous ne croyons pas à une évolution naturelle de l'organisme, s'adaptant au froid polaire. Il aurait fallu des milliers d'années. En 250 ans, il a fallu une intervention involontaire ou volontaire. Lien se dirigeait vers la cage du rhinocéros qu'il allait très bien désormais, et mangeait tout aussi goulûment qu'auparavant. Il semblait reconnaître son soigneur, relever sa gueule monstrueuse et bâillait de façon particulière. Tout cela parce que Lien lui jetait un morceau de sucre. Je suis à la recherche d'ouvrages concernant les hommes roux, dit frère Pierre. Bien sûr, j'ai eu entre les mains ce livre diffusé clandestinement, La Voix oblique, d'Unfung, mais j'ai du mal à croire que ce généticien a pu être à l'origine des hommes roux et apparaissent dans leur religiosité sous l'appellation de loup rouge. Ces réticences ne paraissaient pas sincères. Lien avait au contraire l'impression que le livre avait justifié l'intervention du missionnaire dans sa vie, que frère Pierre ne s'était à nouveau intéressé à lui qu'à partir du moment où il avait lu ce livre. Mais l'hypocrisie du néo-catholique n'était pas le moindre de leurs vices et de leurs qualités. Il est peut-être apocryphe, avança frère Pierre, en regardant son vis-à-vis avec insistance. C'est possible, dit Lien très prudent. Quelqu'un a pu écrire ce livre en exagérant, en interprétant, en falsifiant. Ce qu'il faudrait, ce sont des notes, des résultats d'expérience. Je comprends, dit Lien. Mais que dirait le tribunal de la Vouée de Rome si Unfung était vraiment le créateur des hommes roux? S'il était une sorte de demi-urge, un homme qui se serait pris pour Dieu. Vous êtes presque blasphémateur. Ce n'est quand même pas l'esprit de ce savant. Il a surtout songé à adapter des hommes aux nouvelles conditions climatiques, si l'on en croit cet ouvrage. Vous ne le condamneriez pas, c'est un alien? Ce n'est pas à moi d'en décider. Le tribunal a-t-il reçu un exemplaire de la Voix oblique? Je l'ignore, dit le missionnaire. Que me voulez-vous exactement? Le religieux regarda autour de lui d'un air perplexe. N'auriez-vous pas un endroit où nous pourrions discuter de façon plus confortable? Il leva malgré lui les yeux vers les hommes roux, toujours groupés autour des puits d'observation. Il vous gêne? Non, de toute façon, je ne m'intéresse qu'aux tribus errantes, pas à ceux qui vivent sur les dômes, les verrières ou le long des voies ferrées. Ces derniers sont, en quelque sorte, dévoyés par notre mode de vie. Ils mangent nos déchets, les reliquats de notre nourriture. Ils nous considèrent souvent comme des demi-dieux familiers et capricieux. Ce que je veux retrouver, c'est l'âme primitive, celle qui croit en loup rouge. Je sais que je peux les amener à Dieu et à la religion catholique sans difficulté. Venez un peu plus loin. Il y a un cabaret assez miteux mais sympathique. Si vous n'avez pas peur de ces gens qui vivent à la limite des dômes, là où la température est la plus basse et les quartiers les plus malfamés. Je ne crains que Dieu, répondit frère Pierre ironique. Vous le savez bien. Il y avait là tout un entassement de wagons vétustes, à peine capables de rouler. La faune qui les occupait vivait de la rapine, d'expédients et de petits travaux.